Mais le mec, je sais pas qui c'était, le mec qui a coulé. Moi, j'ai jamais vu sa tête. Putain, c'est fou. Ouais. Un jour, je le croiserai, je le tuerai. Ouais, c'est vrai. Bonjour tout le monde, bienvenue sur Légende. Aujourd'hui, notre invité, c'est un ancien du service action, la branche armée de la DGSE, le service extérieur français, les espions français. Pierre Martinet qui a sorti un livre et qui va nous raconter sa vie, son parcours, ses missions aussi, ses missions les plus incroyables, notamment quand il a été pris en otage dans un pays en guerre. On a abattu son pote juste à côté pour lui mettre la pression. Il va nous raconter tout ça. En tout cas, merci beaucoup à vous tous d'être de plus en plus nombreux, de vous abonner aussi. Je l'ai. Je suis derrière. Incroyable. Ok, je gère, Guillaume. Jamais dit. Je suis bloqué. Wow, les gars, attention. C'est quoi ce bruit là? Ça fait trop de bruit, on est dans un bureau là, on est là pour bosser. Hein, donc on y va, on reste focus surtout. Et parce que sinon on va pas... Faut avancer les gars, allez. Ça va, Steph? Allez, c'est bon, Guillaume, j'ai géré, on peut reprendre le tournage. World of Tanks est un jeu de guerre en temps réel, un jeu d'action mais aussi de stratégie. C'est à vous de planifier vos mouvements, de choisir vos positions et de collaborer en équipe pour remporter la victoire. Alors vous avez le choix parmi des centaines de modèles de chars. Vous pouvez aussi personnaliser par exemple leur camouflage. Les graphismes sont très bons, le jeu est très réaliste. D'ailleurs, il est disponible sur PC et console et surtout il est gratuit. Avec le lien dans la description de cette vidéo, vous allez recevoir des bonus en jeu, alors que vous soyez un nouveau joueur ou alors même si vous revenez sur le jeu. Et c'est parti avec l'émission de Pierre Martinet de la DGSE. On y va. Bonjour, je suis Pierre Martinet, je suis un ancien membre du service action de la DGSE et je vais vous raconter mon enlèvement en Libye en 2011. Voilà, merci beaucoup. C'est parti, on commence comme ça, l'émission. Ouais, ça commence... on s'était déjà rencontrés avec Pierre, on avait fait une émission à l'époque sur Énergie. C'était au siècle dernier? Non, c'était pas au siècle dernier. C'était il y a 5, 6, 7 ans à peu près, je pense. Ouais, c'était pour ton premier livre, tu as fait plusieurs livres. Non, c'est pas la sortie du premier livre, parce qu'il est sorti il y a très longtemps, mais c'était la sortie du livre en poche. Voilà. Et là, tu sors une version plus épaisse chez Mario Édition qui s'appelle Prise en otage. Un agent du service action raconte. Il y a très peu de gens du service action qui racontent un peu ce qu'ils ont vécu. Le service action de la DGSE, donc c'est les services secrets extérieurs, et le service action, c'est le service un peu plus musclé, la branche un peu armée, on va dire, de la DGSE. Ceux qui vont faire des missions un peu plus... Enfin, toutes les missions sont difficiles, mais là, c'est plus armé, plus touchy, non? Comment on peut expliquer ça pour ceux qui connaissent vraiment rien? C'était presque bon. Alors, en fait, le service action de la DGSE, c'est la branche armée clandestine des services secrets français. Chaque service secret dans le monde a une branche armée clandestine. Le Mossad, la CIA, MI6, etc., etc. Ils sont tous, même les services secrets russes, tout ça. Donc oui, c'est un service où il y a une partie commando clandestin, ceux de Perpignan par exemple, qui vont s'infiltrer dans des révolutions et qui vont aider les révolutionnaires à faire tomber un dictateur. Un dictateur, par exemple, comme en Libye. Il y avait mon service qui était avec eux. Et aussi, il y a des agents clandestins qui vont aller préparer des opérations soit homo, pour homicide, pour élimination physique d'une personne. Le premier qu'on a parlé, c'était François Hollande, qu'on a reçu et qu'on va recevoir là d'ailleurs, qui va revenir. C'était lui qui a... Mazel tov. Pourquoi? Parce qu'il est champion du monde, lui. Des opérations homo? Bah non, c'est le seul président qui a dit qui a avoué. Ouais, il n'a pas avoué. Il a officialisé un peu qu'il y avait des meurtres organisés par la France de gens... ce ne sont pas des meurtres, ce sont des éliminations physiques. Oui. Voilà. Tout est dans le labial. Exactement. Tout est dans ce ne sont pas des meurtres, parce que nous ne sommes pas des meurtriers, on exécute des gens, on exécute des ennemis de la France. Exactement. Donc le service action de la DGSE fait partie de ces gens qui sont capables d'aller éliminer des gens au travers le monde, dans ces fameuses opérations homo, pour homicide, et Arma, pour tout ce qui est matériel. La plus célèbre, malheureusement, c'est celle du Rainbow Warrior en 1985. Le Rainbow Warrior, qu'est-ce que c'était? C'était un bateau de Greenpeace qui emmerdait à l'époque la reprise des essais nucléaires dans le Pacifique, sous Chirac. Non, Mitterrand, pardon. Et c'était un bateau d'une ONG. ONG Peace and Love. Voilà. Et donc, qui voulait empêcher, qui était sur une zone où il ne fallait pas être. Voilà, il a coulé. Il a coulé. Parce qu'il a coulé. C'était toi qui étais dessus? Ah, pas du tout. Non, pas du tout. Ah non, moi, j'étais pas encore au service, c'était en 1985. Ah oui, non. Ça faisait 3 ans que j'étais militaire. D'accord, d'accord. Et donc, c'est une équipe du service action. C'est les nageurs de combat de la DGSE qui sont allés le couler.
il y avait plusieurs équipes, dont l'équipe, ceux qui ont préparé ce qu'on appelle la RFA ou la Préops, c'est les fameux époux Thurange. Dominique Prieur et Alain Maffard, qui ont été arrêtés à Auckland par les services de la police néo-zélandaise. Et ils avaient des faux passeports suisses. Et l'État français dit non, c'est pas nous. Voilà, nous on a rien fait. Attends, c'est un rapport avec le bateau, ça, c'est ça? Oui. C'est ça, c'est ceux qui étaient sur le bateau. Il y a eu des morts ou pas, non, quand le Oui, il y a bateau eu un mort. En fait, le but, c'est de couler un bateau. C'était juste couler le bateau. Il ne devait pas y avoir de mort. Donc les nageurs de la DGSE, les nageurs de combat de la DGSE, d'abord... Ça met une bombe dessous, c'est ça? Deux. La première, c'est sur le... je ne connais pas le terme technique, c'est sur un élément du bateau, une petite bombe qui a coupé, je crois que c'est le bras de l'hélice. Et donc là, ça a permis à tout le monde de sortir du bateau parce qu'il y a eu une explosion, une petite explosion. Ça, c'était pas avant de le couler. Donc tout le monde est sorti du bateau. Et malheureusement, il y a un photographe portugais, je crois, si je ne me trompe pas, qui est retourné sur le bateau, récupérer son appareil, ses appareils. Et là, il y avait une deuxième bombe pour le couler. Là, une bombe de plus grosse qui a coulé le bateau. Et là, il y a eu ce décès qui n'était pas prévu, hein, ce n'était pas une opération homicide. Après, voilà, ça fait partie des aléas. Des aléas et du collatéral, victimes collatérales. Je cherchais le terme, merci. Des dommages collatéraux. Voilà. Juste pour comprendre en 3 questions comment tu es arrivé au service de la DGSE et comment tu es arrivé au service action. Toi, tu nais à Toulon, dans le Var, je le fais très rapidement. Enfant très très agité ou plutôt calme? Plutôt très agité, oui. Plutôt très... Parce que là, tu es très calme. Non, parce que je suis impressionné, là. Non, j'étais très agité, ouais. Là, je suis calme parce que... Mais tu étais bagarreur quand tu étais gamin? J'étais bagarreur tous les jours, en fait. Je me faisais virer des équipes de foot, machin, tout le temps. Ensuite, tu reviens vers Toulon à tes 9 ans, tu commences à faire beaucoup de sport, voilà, tu étais très sportif, etc. Pour comprendre un peu le mindset quand même de Pierre, comment t'en es arrivé là. Tu te lances dans le parachutisme un peu plus tard. Enfin, t'aimes les sensations fortes pour comprendre un peu, tu vois. En fait, ouais, c'est ça. Bagarre et sport extrême. J'ai toujours été attiré par ce côté un peu extrême. Effectivement, j'ai commencé très jeune la baston. Ça m'a valu pas mal d'emmerdes à l'école et dans tous mes parcours. Ma première condamnation, c'était pour bagarre. Et ensuite, dès que j'ai découvert le parachutisme, effectivement, là, je me suis dit, putain, c'est... Mais avant ça, j'ai découvert un truc qui était encore plus extrême que tout ce que j'allais faire après, c'est le combat, la guerre, en fait. Et mon premier contact avec la guerre, c'était à Beyrouth en 1983. Il y avait la guerre au Liban. Je faisais partie de la FMSB, la Force de sécurité internationale à Beyrouth. Et il y a eu l'attentat de Drakkar, je suis tombé dans une embuscade, c'est là qu'on a commencé à avoir des premiers contacts avec des gens qui nous voulaient du mal. Ça, c'était au service action déjà? Non. 3e régiment parachutiste d'infanterie de marine à Carcassonne. Donc c'était un régiment professionnel de parachutistes. Donc j'ai connu la première adrénaline, c'est ça, c'est les pays en guerre. Donc tout ce que j'ai connu en 1983, je l'ai toujours recherché et j'ai toujours voulu le reproduire dans tout ce que je faisais. Donc, ça a été vraiment ton élément déclencheur de waouh, qu'est-ce qui m'arrive? J'avais jamais vécu un truc comme ça, une adrénaline aussi forte, etc. Avec le saut en parachute que j'avais fait quelques mois auparavant, avec mes premiers sauts en parachute, au début de l'année 82, lorsque j'ai fait une préparation militaire, c'est là que j'ai découvert le parachutisme militaire, l'avion, le transat, le bruit, les sports qu'on pouvait faire, tout ça, c'était fait pour moi, quoi. Attentat de Drakkar, qu'est-ce que c'est? C'est où? C'est quand? Tu peux resituer? Dans quel pays? Beyrouth, le 23 octobre 1983. Donc c'était, comme je te le disais tout à l'heure, c'était la guerre au Liban. Il y avait des Américains, il y avait des Anglais, des Italiens, des Français. Et on était tous dans des postes, des immeubles civils où les Américains, l'état-major américain, c'était un peu plus grand. Et simultanément, le 23 octobre, il y a eu 2 attentats. Le premier qui a eu lieu aux alentours de 6h20, plus de 200 morts, plus de 250 morts parmi les Américains. Et 3 minutes après, c'est l'immeuble Drakkar qui s'effondre, 58 morts et de nombreux blessés. Donc là, cette nuit-là, j'étais de permanence radio sur mon poste qui était un peu plus au nord dans Beyrouth. Mais je termine ma permanence radio à 6h, je dis tiens, j'avais passé une nuit blanche, je dis je vais essayer d'aller dormir. Et je me couche sur mon lit picot, tout habillé, en treillis, machin, et boum boum, 2 explosions.
Ça, les radios ont crépité, machin, on s'est retrouvés 20-30 minutes plus tard, on était sur le poste Drakkar en train de commencer d'abord à essayer de comprendre ce qui s'était passé et à commencer à sortir des blessés et les premiers morts. Et qu'est-ce qui te marque le plus là? C'est ce le contact avec la mort, la première fois? Ouais, ce qui me marque le plus, c'était pas le premier mort que je voyais, parce que j'avais vu 15 jours, un an plus tôt, j'avais vu mon père mort, donc je savais ce que c'était un mort, quoi, quand même. Oh, tu n'as pas versé une larme d'ailleurs, tu dis. Ouais. Dans le livre. Pourquoi? Ouais, je sais pas. La rage peut-être, je sais pas. T'es pas quelqu'un qui montre ses émotions de base ou... Alors non, parce que le milieu d'où je viens et ensuite au 3e RPIMA, on ne montre pas ses émotions, on n'est pas là pour se dire, pour pleurer sur l'épaule du voisin, on a un béret rouge sur le crâne, on est costaud, on fait la guerre, on n'a pas besoin de montrer des émotions. Oui, mais ça c'est l'apparence. C'est exactement ça, mais ça on le sait, je vais le savoir beaucoup d'années plus tard. Quand tout va ressurgir, quand je vais quitter ça et que je vais avoir 40 balais, que je vais me dire qui suis-je, où vais-je, etc., etc., quoi. Donc là, à Beyrouth, donc c'était un immeuble avec des étages qui s'étaient écrasés comme ça. Donc il avait vrillé comme un château. Il avait vrillé, il s'était écrasé sur lui-même. Donc il y avait les étages comme ça. Et je me souviens de passer la tête sous un étage, sous un gros bloc de béton. Et là, qu'est-ce que je vois? Je vois un mec comme ça, assis, dans ma position comme ça, avec des fers qui le transperçaient, des fers à béton armé là. Ah oui, les grandes tiges. Les grandes tiges qui le transperçaient partout. Il était tout noir. Je pensais que c'était un noir d'ailleurs, je me disais putain c'est un black, mais en fait non, il n'était pas noir du tout, son corps avait implosé, il était tout bleu. Et j'ai regardé sa plaque, et j'ai vu son nom. Le nom m'a marqué, moi, je ne pouvais rien faire, le mec il était mort, il y avait des tonnes de béton sur lui, le mec était mort. Et donc ce mort-là m'a accompagné pendant de nombreuses années après. Là tu t'es rappelé de son nom, etc. Ah mais je me suis rappelé de son nom, je me rappellerai toute ma vie quoi. Enfin, son nom, il était gravé en moi. C'est fou quoi. Ouais. Juste un moment, une plaque. Ouais, j'ai regardé la plaque. Mais ce qui est drôle, c'est que des années plus tard, quand j'étais à la retraite, j'étais à Paris, j'étais dans une soirée parisienne, dans un club de cigares où j'étais, avec des potes, et là on me présente quelqu'un, et je dis mais je connais ce nom, j'ai déjà entendu parler de ce nom. Et elle me dit bah oui, j'avais un frère qui était dans l'attentat de Drakkar. Ah putain, j'ai failli pleurer quoi. En fait. T'as retrouvé son frère? Par hasard. Sa sœur, son frère? Son frère. Son frère. Par hasard. Retrouvé son frère? Ouais, j'ai retrouvé son frère et je suis resté comme un con devant lui en disant bah, c'est le premier mort que j'ai vu à Beyrouth, à Drakkar. Et lui aussi, ben, il était... Le hasard, quoi, c'est fou. Ouais, le hasard. Et puis après, on s'est revus plusieurs fois, on allait bouffer dans des restaurants libanais, quoi, à Paris. C'est dingue. Ouais. Il t'a montré des photos de son frère avant, etc. après, du coup? Mais j'en avais vu, ouais, bien sûr. Tu échappes souvent à la mort, toi, quand tu es au Liban. Là, tu assistes à un attentat, mais est-ce que toi, tu es mis en danger à des moments? Ah oui, bien sûr. Au Liban, c'était très dangereux. Hein. Au Liban, après cet attentat, mais déjà un petit peu avant, on avait quelques accrochages on n'a jamais vu qui c'était, en fait, hein, avec des gens sur lesquels on ripostait, mais on n'a jamais été voir s'ils étaient morts ou pas. Et on a eu beaucoup d'accrochages au Liban, ouais. Alors, c'était une guerre particulière, le Liban, parce que certains anciens le comparer avec les événements en Algérie et la guerre d'Alger, par exemple, la bataille d'Alger, où c'était, on appelait ça la guerre de localité, quoi, en localité. Donc c'est vraiment particulier. Donc c'était très stressant parce qu'on ne savait pas si on allait se prendre une grenade qui tombait d'un toit ou un truc comme ça. Ensuite, tu rentres en 97 à la DGSE, au service secret extérieur. Comment on passe au service action de la DGSE? Comment ils sélectionnent certains gars de la DG? Est-ce que c'est une volonté de votre part? Est-ce que c'est des gars qui vous repèrent, qui vous disent toi tu es un peu solide, tu vas pouvoir être là-bas? Alors, il faut savoir que, donc, ce que je disais au début, la DGSE, le service action de la DGSE est composé uniquement de militaires. Donc tous les mecs qui rentrent au service sont déjà militaires. Donc moi, le service action, j'en avais entendu parler justement par quelqu'un qui a écrit un bouquin en 1987 dont le titre était Mission Oxygène, et il racontait son parcours au sein du service action, et il racontait l'opération Mission Oxygène. Donc j'ai lu le livre dans la nuit, et d'ailleurs certains ont lu mon livre dans la nuit, et ils se sont dit après je veux aller au service action. Donc moi j'avais lu le livre dans la nuit, et je me suis dit je veux faire ce métier, je veux être nageur de combat. Donc à partir de 87, je n'ai eu de cesse que d'essayer de rentrer au sein du service action de DGSE. Okay. Donc dans ma tête, ça avait mûri depuis pas mal de temps. Et en 95, avant 95, j'avais fait plusieurs demandes pour y entrer. Et en 1995, j'ai été convoqué pour faire des tests. Donc je faisais des demandes. Les militaires ont fait des demandes de mutation. Premièrement,
Si on a un profil qui les intéresse, eh bien, il y a une première sélection sur le dossier. Deuxièmement, on est convoqué, ceux qui sont intéressants pour le service sont convoqués à l'état-major du service action pour passer 3-4 jours de test. Culture générale, français, maths, blablabla, anglais, psycho, etc. etc. Okay. Le truc tradit dans les entreprises. Et ceux qui sont retenus intègrent les centres qu'ils ont demandés. Pour les nageurs, c'est différent. Il y a un cursus qui est plus long, parce qu'ils ont ça dure beaucoup plus longtemps pour les nageurs. Mais une fois qu'on intègre, donc en 97, moi, quand c'était OK, j'ai intégré au mois d'août 97, et là on est parti pour une formation qui dure entre 10 et 12 mois. Ah ouais, 10 ou 12 mois, d'accord. Ouais. Vous apprenez le maniement des armes, de l'explos, de tout aussi? Tout. En fait, on est des généralistes du service du renseignement, et pendant la formation, on fait, premièrement, on commence par stage guérilla. Donc tout ce qui est stage guérilla, c'est intense, ça dure un mois, on apprend des techniques qui ressemblent à ce qu'on a pu faire pour ceux qui avaient comme moi un parcours, j'étais déjà instructeur commando, moniteur commando, j'avais déjà un bon parcours militaire, donc j'ai pas appris grand-chose, mais sauf que c'était dans le cadre plus clandestin, avec toutes les techniques clandestines qui peuvent se rapprocher de ce service-là. Donc là, après, une fois que le stage guérilla est terminé, on va attaquer le cœur du sujet, c'est opération RN clandestine, tir, karaté, explos, vidéo, etc. Vidéo, photo, informatique. T'apprends à mentir, t'apprends à manipuler. Ah ben, c'est le cœur du métier, ça, en fait. Déjà, ils sentent des prédispositions. Ensuite... Ils te demandent si tu peux mentir. Comment ils savent si tu peux être un bon menteur, tu vois? C'est ça. Mais en fait, on ne sait pas si on est un bon menteur. Alors, moi, j'étais un bon menteur. Maintenant, j'ai arrêté. Hein. Je jurais, je mens plus. Plus trop. Et non, en fait... Et ça, c'est un vrai problème, en fait. Pour être plus sérieux sur le mensonge, certaines personnes ne pouvaient pas mentir. Et certains sont partis parce qu'ils n'arrivaient pas à mentir. Ah, waouh. Ouais. Certains sont partis. J'ai eu des copains qui ont quitté, notamment pendant la formation, des mecs bien, hein, des mecs qui étaient top niveau, il n'y avait pas de problème. Bah, ils n'arrivaient pas à mentir à leur famille. Et il fallait mentir à sa famille. Bah, tu ne peux pas leur dire ce que tu fais, donc tu leur mens. Mais la DGSE, oui, il y en a qui ont des personnes de confiance dans leur famille quand même, qui peuvent... Alors tu peux le dire peut-être à ta femme, mais tu ne peux pas dire où tu vas, par exemple, en mission, parce que tu ne peux pas dire ce que tu vas faire. Donc il y a des gens qui n'arrivent pas à mentir. Après, et ça, je me souviens très bien que le directeur de l'instruction, Rodolphe, pour ne pas le citer, qui avait un grand nez comme ça et des grandes oreilles, qui est vraiment le truc, qui nous disait « Est-ce que vous avez un problème avec le mensonge ?» Et qui disait aussi « Vous faites un métier de voyou, mais vous êtes des gentlemen. » Donc le mensonge, ouais, ça fait partie de notre quotidien. Et la manipulation, ils t'apprennent? Alors, il y a dans le cursus de formation, on apprend à manipuler les gens, bien sûr. Oh là là. Ça s'appelle dans les... Alors ça... Après, il y a des gens qui passent leur temps à faire ça tout le temps. Moi, c'était pas mon job d'aller tamponner des gens, de les recruter, de les chercher l'info. Voilà, ça c'est un job à part à la DGSE. Mais dans la formation, tu apprends à tout faire. Et dans la formation, il y a un exercice qu'on appelle l'exercice café. Et là, justement, tu vas aller tamponner quelqu'un, tu vas lui mentir de A à Z. Et le but, c'est de l'amener à toi et d'avoir toutes les infos possibles et inimaginables sur la personne. Ils te disent, tiens, il faut que tu m'emmènes le numéro en 10 minutes de ce gars-là. Alors, pas forcément en 10 minutes, mais tu prends ton temps, tu as le temps pour ramener toutes les infos sur cette personne. Tu choisis la personne que tu veux. Donc on est arrivé, je me souviens, on est arrivé en jumper on était parti de Kellern, donc où étaient les nageurs de combat. On était en stage là-bas par quelqu'un de la DGSE, qui avait un nom qui était marrant et qui avait une gueule marrante aussi, qui s'appelait Monsieur Loiseau. Bon, c'était pas son nom, hein, donc il s'appelait Monsieur Loiseau. Et qui avait vraiment le look du mec qui mentait tout le temps, quoi. Donc, et donc, il nous a appris à recruter, il nous a appris à manipuler et comment récupérer de l'info. Donc, une fois qu'on avait toute la partie théorique, il fallait passer à la partie pratique. Et la partie pratique, ça s'appelait l'exercice café. Donc, moi, je me suis retrouvé, on est arrivé sur un parking à Quimper, il pleuvait, et je me souviens, j'étais avec mes potes stagiaires, quoi. Il y avait machin, il y avait un truc, il y avait... Et là, je voyais passer une nana avec un parapluie. Il pleuvait. Je dis, c'est elle ma target. J'ai couru vers elle. Je dis, madame, je suis nouveau ici. Vous pouvez m'abriter? Elle m'a dit, oui. Je dis, qu'est-ce qu'on peut faire de bien à Quimper? Ben là, elle me dit, je vais boire un café si vous voulez venir avec moi. Et je suis resté avec elle toute la matinée. Je suis revenu. J'avais toute sa vie. J'avais toutes les infos. J'avais tout. Et j'allais au chiottes pour tout noter. Pour pas oublier. Ouais, j'allais au chiottes pour tout noter, en démarquer sur un truc. Et je suis revenu. J'avais son numéro de téléphone. Elle voulait me revoir et tout.
J'avais filé. Non, mais c'est vrai. C'était un peu de la drague ou non? Ah, ben, bien sûr. Ah, c'est vrai? Ah, bah oui, bien sûr. Ouais, tu t'es dit, en fait, je vais la charmer. Ah bah, voilà, j'ai joué comme ça, je suis rentré dans le bar avec elle, au bout d'un moment je servais dans le bar aussi, j'étais devenu pote avec le patron du bar, et au bout d'un moment qu'est-ce que je vois au fond du bar? Monsieur Loiseau qui était en train de m'observer faire. Ah bah oui, forcément. Eh ben il chauffe le mec. Ah là là. Ah c'était vachement bien. Ah, c'est vraiment comme dans le... Est-ce que ça ressemble au Bureau des légendes? Tu l'as vu la série? Alors je l'ai vu sur il n'y Canal, a pas longtemps. Qui est sur la DGSE, pas forcément sur le service action, même s'il y a parfois... Alors ce qui se rapproche, c'est la partie... légende, tout ça, oui, c'est ça. Après, l'ambiance générale, non, c'était pas ça chez nous. On partait pas 5-6 ans dans un pays pour... Oui, ça c'est d'autres voilà, personnes infiltrées. Ouais, ça c'est les infiltrés, c'est ceux de Paris, c'est ceux de la DGSE. Les opérateurs traitants qui s'appellent comme voilà. ça, qui partent là-bas, des OT. Mais après, voilà, l'OT, bien souvent, il y a le chef de poste qui est dans une ambassade, et son job dans l'ambassade, c'est de recruter des sources. Et il peut y avoir aussi un ingénieur de la DGSE qui soit envoyé en Iran, par exemple, comme dans le film, et il récupère de l'info. C'était pas la mission principale du service action. Juste pour revenir dessus, est-ce que tu aurais des conseils rapidement? Est-ce que tu aurais des conseils pour mentir? Des conseils pour mentir mieux? Pour mieux mentir, pour tu vois, manipuler un peu, si tu as besoin un jour de... Déjà, globalement, il faut être... Alors, j'ai pas des conseils précis, mais déjà, globalement, il faut être un bon comédien et croire en ce qu'on dit. Et croire en ce qu'on fait. Et ensuite, partir par exemple, une légende, on essaye de partir de la réalité et de se rapprocher le plus possible de la réalité. Pour éviter de mentir. Pour éviter de... Dans son mensonge. Voilà, exactement. Pour pas s'en mêler les pinceaux si on te pose des questions. Ça, c'est aussi un conseil, c'est surtout être fluide dans ce qu'on dit. Si tu me poses une question, je commence à regarder en haut, à bas, à droite, tu vois, là, je suis en train de chercher des réponses. Si je te regarde dans les yeux et je te réponds instantanément, sans hésitation, oui. C'est clair. Oui. Voilà. Donc ça, il n'y a pas un checklist pour savoir mentir. En revanche, faut que tu en fasses tien de ton mensonge et que tu vives ta légende. Il faut que tu crois à ton mensonge. Il faut que tu crois à ton mensonge. Il faut que ton mensonge soit une vérité. Il faut que ton mensonge... c'est ça. Non, mais non, mais en fait, c'est très clair. C'est très clair. C'est comme quand tu joues le loup-garou. Exactement. Et tu te fais passer pour le villageois, tu dis ah mais les gars, pourquoi tu veux que je sois loup? Non, tu vois bien que j'ai pas. En fait, c'est pour ça qu'après ça marche. Quand j'ai quitté, après je suis allé faire du théâtre. Ah c'est vrai? Ouais. Ah il faut quand même être un bon. J'adore ça. Ouais. Et tu as une technique pour voir si quelqu'un ment aussi. Du coup, tu dis si quelqu'un commence à regarder un peu partout, si quelqu'un. Ouais, puis le mec transpire ou il fait des gestes comme ça, il cherche ses réponses. Bon après, si tu tombes sur un expert du mensonge, c'est difficile de voir si c'est un menteur. Est-ce que tu avais des gadgets comme dans les films un peu, tu vois, à la James Bond, machin? J'avais une Aston Martin. Je l'ai toujours. Ils m'ont fait, je suis parti avec. Est-ce qu'il y avait des mini pistolets, des... Alors il y a pas de. Alors il faut savoir, les gadgets existent. Le Q, là c'est Q dans James Bond, le mec qui fait J'ai vu. Ouais, mais le mec qui fabrique les trucs. Il y en a un dans le Bureau des légendes aussi. Voilà. Un gars un peu geek qui va te souder un truc. Alors là, il y avait une salle spéciale où les mecs fabriquaient tout ce que tu voulais. La seule difficulté à nous, c'est qu'on franchissait des frontières. Donc c'est compliqué de passer avec des trucs. Donc les seuls trucs sur lesquels on pouvait passer, c'est... On arrivait à passer des trucs dans des postes radio, des trucs comme ça. Voilà. Il y a des gens qui passaient avec des passeports, des trucs comme ça, des faux passeports, pour quelqu'un d'autre, pour sortir un mec d'un pays, par exemple. Vous passiez pas en valise diplomatique et tout, non? Ben, jamais de la vie. Jamais? Ah ben non. Parce que quand tu dis que tu bosses dans une ambassade, au pire, tu peux être non. Ben non, parce qu'on bosse pas dans une ambassade. On passe, nous, on allait dans le pays dans lequel on allait, personne n'était au courant. Même l'ambassade n'était pas au courant, et même le chef de poste de la DGSE n'était pas au courant. Est-ce qu'à force de mentir tout le temps à tout le monde, là, tu vas nous raconter des trucs très durs, tu t'es fait enlever, tu vas nous raconter l'enlèvement et tout. Est-ce que tu te sens pas seul au bout d'un moment quand tu t'enfermes dans un truc psychologique où tu mens à tout le monde ou... Est-ce que ça ne devient pas un cauchemar un peu cette vie? Alors non, parce que je ne suis pas resté si longtemps que ça, j'ai fait que 5 ans. Mais de jongler entre différentes identités, oui, c'est schizophrène pour certains. Après, il y a des gens qui partent... Alors, moi, je partais maxi 3 semaines, mais beaucoup, comme ça. Mais il y a des gens qui partaient 6 mois sous fausse identité. Donc là, oui, c'est schizophrène. Là, c'est vraiment schizophrène. Ouais. Et donc, dès qu'on commence à partir... T'as un faux anniversaire, t'as une fausse vie, quoi. Mais moi, j'avais un faux anniversaire aussi. Hein. J'avais un faux anniversaire. Et une fois, j'étais en mission à Londres. C'était le 18 avril, mon vrai anniversaire. Et dans ma légende, j'étais né le mois d'après ou un truc comme ça, similaire. Mais dans
Dans ta légende, c'était pas ton anniversaire. Là, c'était l'anniversaire de Pierre Martinet, c'était pas l'anniversaire de Vincent Sadone, c'était l'anniversaire de Pierre Martinet. Je suis arrivé dans ma chambre d'hôtel tout seul, à Londres, je me souviens, j'ai ouvert une Guinness, et j'ai dit à la tienne, pauvre con. C'était Pierre. Putain, c'est chaud comme vie quand même. Et j'ai buvé ma bière tout seul dans ma chambre d'hôtel. Ton pseudo, c'était Vincent quoi? Ça, c'était pas mon pseudo. Ta légende, pardon. Mon pseudo, c'était parce qu'au service action, on ne s'appelle pas par nos prénoms réels, ni par nos noms réels au quotidien. On a des pseudos au quotidien. Et lorsqu'on part en mission, on a une fausse identité. Donc mon pseudo au quotidien, c'était Florent. Ça, c'est choisi par la sécurité. Et ensuite, c'est toi qui choisis ton prénom et le nom. Et ton nom, ok. Donc moi, c'était Vincent, mon prénom, et Sadan, ma première identité, et Devray, ma deuxième identité, Vincent Devray. Donc ça, tu le choisis. Quand tu termines la formation, tu as une formation complémentaire, et dans ta formation complémentaire, tu montes ta légende. Donc le nom que tu choisis, tu vas le donner à la Sécu. Ils vont voir si le mec, il a pas. Si tu choisis un nom qui est recherché par Interpol, t'es un peu. Ah oui, bien sûr. Tu vérifies que le mec. Donc les mecs, ils vont cribler un peu les noms. Et tu as des vrais papiers de l'État français, des vraies cartes d'identité, tout est vrai. Vraies fausses cartes. Tout est vrai. Ouais. Alors il y a vraies cartes avec ton faux nom. Il y a différentes fausses identités. La dernière, à l'époque, je ne sais pas comment ça se passe aujourd'hui, mais la dernière, à l'époque, c'était vraiment très, très lourd. Tu pars d'une carte d'identité, tu repasses tout, ton permis de conduire, tu refais toute ta vie, quoi, tout. La mienne, c'était, on te donne un passeport, une carte d'identité, et à partir de là, et un permis de conduire, et à partir de là, tu vas ouvrir un compte. Tu vas ouvrir un compte en banque quand tu as 30 balais et que tu n'as pas de passé bancaire, il faut que tu inventes une histoire, quoi. Là, tu es obligé de mentir aussi. Il y en a un qui a mal menti. Ah, il t'aide pas à la banque? Pour la banque, l'État? Bien sûr que non, tu te démerdes. Putain, pour louer un appartement pareil. Donc moi, je suis allé dans la banque, j'avais 30 ans, ouais, à peu près, ouais, 30, non plus, j'avais 33 ans. Donc bonjour, je viens ouvrir mon premier compte. Ah bon? À 33 ans, vous avez jamais eu de compte bancaire? Bah non, j'étais gigolo, je vivais avec une vieille, elle est morte et la famille m'a mis dehors. Ah, tu vas raconter des trucs comme ça? Mais c'est exactement ça que j'avais raconté. C'était ça ta légende? Non. Enfin, ta légende pour la banque, quoi. Pour la banque. Mais j'étais, ma vraie légende, j'étais maître d'hôtel en freelance. Ça me permettait de voyager, quoi. Ah oui, comme ça, tu pouvais être maître d'hôtel international et tu pouvais voyager. Et j'avais une vraie formation de maître d'hôtel. Et au sein du service, on avait des gens qui étaient des civils qui bossaient pour nous, dont une qui était maître d'hôtel, dont une qui avait des hôtels et des restaurants. Et donc, je suis allé faire un stage chez lui. Dans OSS 117, ils disent comment est votre blanquette? C'était ça. Alors ça, c'est... Là j'imagine que c'est pas comme ça que tu reconnais un autre agent? Non. En fait, c'est le code d'identification. Après, il y a authentification avec... elle est bonne. Et puis voilà, c'est les deux phrases, quoi. Vous aviez une autre technique, j'imagine. Et comment tu passais des infos à un autre agent? Alors, quand on était en mission, on était 4. Parmi les 4, il y avait un chef de mission, qu'on appelait l'officier traitant, et 3 agents. Lui, son but, c'était chaque jour de voir un agent, de récupérer les renseignements qu'il avait et lui filer des ordres pour le lendemain. Donc le mec que tu devais voir, tu n'allais pas le voir à sa chambre d'hôtel, toc toc, salut, comment tu vas, machin. Non, c'était pas comme ça que ça se passait. On appelait ça une rencontre fortuite dans un endroit, resto ou bar. Plus souvent, c'était bar. Et donc, dès à l'époque, on n'avait pas d'ordinateur, on avait des Palm Pilot, c'était un truc comme petit ordinateur comme ça, dans lequel il y avait une carte PMCIA. Une carte mémoire, quoi. Ouais, une carte mémoire, et on mettait toutes les infos cryptées sur cette carte mémoire. Et cette carte mémoire, elle tenait dans un paquet de Marlboro. On fumait tous des Marlboro. Ah, tu mettais un paquet, tu fumais, tu posais sur le bar. On mettait le truc dans le paquet, derrière les clopes, ça ne se voyait pas. On appelle ça mettre quelque chose sous support. On arrivait dans le bar, le mec qu'on rencontrait, on l'avait rencontré avant. On le voyait rentrer dans le bar en premier. On laissait 2-3 minutes, on rentrait dans le bar. On se mettait à côté, puis le mec, ah, vous parlez français? Ah, t'es français? Ben ouais, je suis français, tu viens. Et puis les 2 paquets étaient sur le bar, comme ça, posés par hasard. Et on échangeait nos paquets. Ah là là, putain, c'est marrant. Et ils informaient. Ou les mallettes aussi. Les mallettes, c'est comme ça. Tu poses ta mallette, l'autre il pose sa mallette, tu repars avec la mallette de l'autre. C'est pas la blanquette, c'est la mallette, mais bon, il y a toujours un truc. C'est comme ça. Comment va votre mallette? Je te fais un fait ou pas fait. Tu me dis si oui ou non à chaque fois, et après tu vas me parler de ton enlèvement où tu as vécu des trucs absolument incroyables. Est-ce que tu as déjà pris une balle? Non. T'as réfléchi là? Non, parce qu'elle s'est arrêtée à ça, quoi. Ah. Ouais. Okay. La rafale de calage s'est arrêtée à ça de ma tête. Comment? Sur quoi? Sur une plaque de blindage, sur une plaque métallique sur le camion dans lequel j'étais quand on est tombé dans une embuscade à Beyrouth. Est-ce que tu as déjà fait de la prison? Ah ouais, garde à vue.
Ah, en France, tu veux dire? En France, Non, ouais. je te parle en mission. Est-ce que tu t'es déjà Non, fait? jamais. Non. Je me suis fait contrôler, je me suis fait contrôler par les flics, mais jamais en mission. Jamais en prison. Est-ce que tu as déjà désobéi à un ordre du service action? Jamais. Jamais? Non. Si tu désobéis, tu es viré? Alors si ça se sait, bien évidemment, mais par honnêteté intellectuelle, personne ne désobéissait. Est-ce que tu as déjà bossé pour d'autres pays que la France? Pas quand j'étais en service, mais depuis, oui. Parce que maintenant, tu as une boîte. Maintenant, j'ai une boîte que j'ai montée quand je vivais, puisque je vis un peu en Angleterre, donc j'ai une boîte là-bas. Et à l'époque, je bossais pour une boîte française qui avait un client aux États-Unis. Là, tu dis que tu as une boîte, c'est une société de quoi? Ah, société militaire privée, pardon. Ah oui, pardon. ok. En Libye, c'était Oui. la boîte de Pierre Marziali, celui qui a été tué, donc la boîte, la Secopex, je travaillais pour cette boîte-là. D'accord, c'est une boîte de C'était la seule... mercenaires. Non, Pour expliquer, société Non. militaire privée, ça peut être. non, C'est des anciens militaires. non, ce ne sont mais- pas des mercenaires. Non, mais il y en a qui se disent mercenaires. Et ils ont tort. Il y en a qui disent barbouzes. C'est faux. Il y en a qui disent contracteurs. Voilà, c'est vrai. Il y en a qui. Non, mais il y a plein de termes. Non, mais les termes français sont faux. En fait, c'est une légende française, ça, pour reprendre le nom de ta... Bah, tu sais pourquoi on s'appelle comme ça? C'est le bureau des légendes? Et ben en fait, c'est Alex Berger, le producteur du Bureau des Ah oui, Légendes, qui d'accord. m'a envoyé une affiche dédicacée, machin, de sa part et tout, parce qu'il nous aime bien. Et que j'ai rencontré, il adore ce qu'on faisait, Ouais. et enfin, il adore ce qu'on fait, et j'avais le poster dans D'accord. mon bureau, et en fait, mon auteur, quand on cherchait le nom, avait sa tête devant le E et le S, Bureau des légendes, et je cherchais un nom, et j'ai vu Ouais. légende, et je me suis dit, mais attends, en français, en anglais, ça marche. La Ah, légende, ouais. c'est les gens qu'on va recevoir, les légendes, Ah, en dessous, ouais. c'est la légende de la photo, et j'ai dit, tiens, ça marche. Non, en Voilà. fait, le mercenariat, c'est autre chose. Le mercenariat sont des gens bien souvent individuels ou en petite équipe qui vont se vendre pour un pays en guerre. Ils ont des mallettes de fric. Ça. Les barbouzes, c'est aussi la même chose. Barbouze, ça vient d'un terme. Barbouze, c'est un vieux terme du temps du sac, la sécurité privée de Gaulle, etc., etc. Aujourd'hui, tout est codifié. En France, il n'y a pas de barbouze, il n'y a pas de mercenaires, de société, je parle. Hein. C'est des sociétés qui sont inscrites au registre du commerce, URSSAF, etc., etc. Quand il y a des contrats avec des pays africains ou autres, tout est carré, c'est signé, des virements, il n'y a pas de magouille, machin. Non, c'est très codifié, c'est très contrôlé aussi. Et comment dirais-je, aujourd'hui, je sais qu'il y a aussi cette confusion entre Wagner et aussi toutes les sociétés privées militaires françaises ou autres. Ça n'a rien à voir, en fait. Wagner, ce ne sont même pas des mercenaires. Wagner, c'est une extension de l'armée russe. Oui, c'est. D'accord. Voilà. Est-ce que tu as déjà eu une relation amoureuse sous une autre identité? Quelqu'un qui n'a jamais connu ton prénom mais qui est tombé amoureuse de toi? Alors, c'est encore plus compliqué que ça, moi. Là, je dirais non. J'ai rencontré des nanas en mission avec qui n'ont jamais su qui j'étais. Mais j'ai eu une Donc, relation. c'est oui. Oui, mais j'ai pas eu de relation amoureuse avec lui. Ah En oui, d'accord, revanche, en mission, j'ai rencontré une autre qui était en mission, qui n'était pas sous son nom, mais qui... Vous étiez tous les deux en mission, Voilà. sans savoir que vous étiez chacun d'un service. Mais si, on était dans le même service. Ah d'accord, oh là là, énorme. C'est interdit. Donc, Ah il oui. y a prescription il y a 25 ans. Et tu as eu une relation amoureuse avec une autre personne de Voilà. la DG? Voilà. Et ça s'est pas su en interne? Un petit peu, peut-être. Ouais, d'accord. Et j'imagine que ça, si eux ne le savent pas, c'est qu'il y a un problème dans ce cas-là. Est-ce que tu as déjà eu une relation sexuelle pour le travail? Non. C'est-à-dire vraiment, il Non, faut non, que tu fasses Non, l'amour non. à cette femme-là Non, pour non, rentrer non, chez non. elle dans sa chambre Absolument pour attraper. Jamais ça. Non. On a volé le courrier d'une femme, mais on n'a jamais eu de relation sexuelle avec cette femme. Est-ce que tu as déjà été espionné par ton propre bureau? Est-ce que le bureau de la DGSE t'espionne toi pour voir que tu es bien clean, etc. Oui, alors, Ils te le disent? d'abord, il y a une enquête de sécurité, ça c'est clair. Et ensuite, tu es filoché, comme on dit, tu es pris en filature quand tu fais ton stage, par certains agents pour voir comment tu te comportes quand tu n'es pas dans... Ah oui, voilà. avec qui tu traînes. Ouais, où tu fais ce que tu fais. Maintenant, grâce aux data, Ouais, au logiciel de data, ils peuvent le savoir très vite, qui t'envoie des messages et ça va plus vite même. ouais, Mais ils regardent aussi. ouais. Mais oui, je l'ai fait aussi après à des stagiaires. C'est les stagiaires qui font ça, ouais. Ouais, surtout sur les stagiaires. Après, j'ai été espionné par mon service, mais quand j'ai sorti mon premier livre. Ça, je savais que... Ah, c'est vrai? Bah oui, Pour voir ce que tu allais dire dedans. Ouais. Comment tu l'as su? on me l'a dit. Voilà. Bah, Après. c'est sûr que ça va plus vite. Hein. Après. Est-ce que tu as déjà torturé quelqu'un? Non. Est-ce que tu as déjà reçu des menaces de mort? Oui, pendant 15 jours en Libye, ouais. Après, quelques connards sur les réseaux, mais bon. Oui, oui. Est-ce que tu as déjà fait péter une bombe? Mais une bombe, elle fait exploser. Oui, mais en exercice. Oui, en exercice, bien sûr. Ah, tu veux dire en entraînement? Oui. Est-ce que tu as déjà pris quelqu'un en otage?
pour pouvoir sortir d'une situation pourrie? Absolument pas. Jamais? Non. Est-ce que tu as déjà dû tuer quelqu'un en mission? En mission, à DGSE, non. Non, jamais? Non. Et en dehors de la mission de la DGSE? Bah après, dans nos accrochages, dans les différents accrochages à Beyrouth, peut-être qu'il y en a qui sont morts, je sais pas. Ah oui, parce que tu tirais aussi. Bah ouais, ça tirait quoi. Tu quittes la DGSE en 2002, c'est ça? Ouais. En 2011, tu rejoins la société, donc ça s'appelle SMP, une société militaire privée. Oui. En gros, qui n'a rien à voir avec Wagner ou ce que tu disais, c'est des choses plus dans le renseignement finalement. C'est plus dans la formation, de l'accompagnement, du protection de convois, protection de VIP, formation de contracteurs, etc. Et donc, tu sais aussi que tu risques, gros, même Absolument. si ce n'est pas la DGSE, tu es toujours en risque fort, etc. Et en fait, heureusement que tu es entraîné pour des prises d'otages, etc. Parce que ça t'arrive. Oui. C'est en Libye. Oui. Est-ce que tu peux expliquer comment tu te fais prendre en otage et comment ça tombe d'ailleurs très mal? Enfin, pour expliquer ce que je faisais exactement là-bas, j'ai travaillé pour une société française qui s'appelait Secopex. Et donc, dans cette société-là, Pierre Marziali s'était vraiment spécialisé sur le renseignement. Et le seul client qu'il avait, son unique client, c'était un Américain. Donc, pour cet Américain, il faisait beaucoup de choses. Et son client lui avait demandé si on pouvait ouvrir un bureau à Benghazi. Benghazi, je rappelle, c'est de là où est partie la révolution libyenne en février 2011. Il me dit, je voudrais proposer nos services au Conseil national de transition, qui étaient les rebelles anti-Kadhafi. Mais ça, c'est la façade, quoi, la partie voyante. Et derrière, j'aimerais que tu fasses quelque chose à part. C'est pour ça que ton profil m'intéresse. Je voudrais que tu fasses du renseignement, que tu démontres que derrière la révolution libyenne, il y a en fait la volonté d'instaurer un État islamique. Donc, il me dit, voilà ce que je fais. Mon client est américain. Par ricochet, on bosse pour les services américains. Et on est en train de... Je travaille pour eux depuis pas mal d'années. Je voyage dans tout le monde entier. Et est-ce que ça, c'est réalisable techniquement? Bah, je dis oui. Donc, il m'a montré tous les moyens qu'il avait. Financiers, techniques, des logiciels de cryptage, un téléphone capable de capter plein de trucs dans les rues en se baladant, en le mettant sur un truc. Donc, c'était parti, quoi. Donc, je suis parti là-bas le 17 avril 2011 avec 2 autres personnes qu'on avait recrutées. Un mec profil plutôt commercial, Eric, et un mec plutôt militaire, garde du corps, Fred, qui allait faire un peu la protect d'Eric et en l'occurrence de moi-même éventuellement. Mais eux, ils ne savaient pas ce que je faisais, moi. Donc, j'étais sur les 3, donc je leur mentais à eux, je ne leur disais pas ce que je faisais. Donc parallèlement, j'avais des trucs, c'était un peu comme dans l'ancienne vie. Donc on a commencé à bosser, mais quand même il fallait faire jouer la légende, la fameuse légende. Donc on a pris contact avec les mecs du CNT, on leur a proposé nos services, on a généré des rendez-vous avec Pierre Marziali, et jusqu'au jour où Pierre Marziali, on avait des rendez-vous le 12 mai et le 13 mai. Donc Pierre Marziali devait venir nous rejoindre. Et il nous a rejoints le 11 mai au matin. Je suis allé le récupérer à la frontière égyptienne. Et on est allé à Benghazi. Donc, quand on est arrivé à Benghazi, tard dans la soirée, on est sorti, on est allé bouffer dans un resto pas très loin, parce qu'entre-temps, j'avais loué une grosse villa de 400 mètres carrés, qui est en photo sur le livre d'ailleurs, dans laquelle on pouvait récupérer ce qu'on appelle une safe house, dans le jargon, dans lequel on pouvait héberger certaines personnes de passage. Okay. Discrètement. Okay. Et donc, on est allé bouffer au resto, on est revenu du resto, et c'est là on est tombé, ils nous sont tombés dessus pour nous enlever, quoi. Donc, quand tu dis ils, c'est donc des djihadistes, en gros, de là-bas? Pour moi, ils étaient tous djihadistes, hein, ils étaient tous islamistes, mais c'était la branche armée du Conseil national de transition. La fameuse Katiba du 17 février, justement. Ok, donc ils t'enlèvent. Ça se représente comment? Ils rentrent dans la maison, armés? Ils nous chopent dans la rue, en fait. Ils sont cagoulés? Ils nous chopent dans la rue. Ils te chopent dans la rue? En sortant du restaurant, je prends le téléphone satellite, je dis à Pierre, allez-y, je vous rejoins. Je passe un coup de fil à l'associé de Pierre Marziali, à Bob, et je passe un coup de fil à la femme avec qui je vivais à l'époque. Et je les rejoins. Donc je les ai rejoints au bout de 3-4 minutes, je les ai rejoints parce que les coups de fil étaient brefs. Je les rejoins. Au moment où j'arrive à leur hauteur, là, on voit arriver un pick-up avec une mitrailleuse bitube comme ça, qui nous braque.
Et simultanément, de 2 Ford Galaxy sont sortis plein de mecs cagoulés, armés, ça gueulait dans tous les sens. Ils nous ont jetés au sol, ils ont demandé de mettre les mains derrière la nuque, allongés par terre. Et c'est là qu'ils ont tué Pierre Mazzali à côté de moi. Ils tuent Pierre Mazzali à côté de moi. devant toi? À côté de moi, oui, devant moi. Donc le gars avec qui tu es parti? Le gars avec qui je suis parti, avec qui j'avais accepté de bosser. Oui, c'est ça. Celui qui t'a mis sur l'affaire. Celui qui me met sur l'affaire et surtout celui que je connaissais depuis 83. Quoi, 82. Et donc tu le vois? Oui. De tes yeux, t'es pas cagoulé ou quoi que ce soit? Non, là on est encore... C'est vraiment direct? Direct, il tue direct. Mais il tue au hasard un des deux? Ou il tue lui en particulier, est-ce qu'ils le connaissent? Alors ils nous connaissaient tous déjà, on était surveillés par eux. Et lui, il le tue... Alors concrètement, Pierre Mazzali, quand il est arrivé ce soir-là, il est venu avec du pognon, parce que j'allais acheter des pick-up, du cash, et il est venu avec du nouveau matériel, dont un nouveau téléphone pour échanger avec mes Nokia, pour un téléphone avec un logiciel particulier, un smartphone, capable de capter tous les trucs. Donc avant de partir au resto, il me dit tiens, j'amène ton nouveau jouet. Alors je regarde le truc, c'était un gros smartphone, sympa. Il le met dans la poche de sa veste gauche, et il me dit je vais un peu le faire tourner dans la rue. Ben, je dis c'est pas la peine parce que j'ai déjà tout fait là. Il a laissé quand même dans sa poche, donc une fois qu'il était allongé, j'ai vu sa main gauche se porter à la poche du téléphone, à la poche dans laquelle était le téléphone. Donc est-ce qu'il a voulu l'éteindre pour pas que qu'il tombe dans les mains des djihadistes. Ouais, des mecs. Donc à ce moment-là, il prend une balle. Quoi. Donc, ils ont eu peur. Est-ce qu'ils ont eu peur? Ils lui mettent une balle dans la tête? Dans le dos. Dans le dos, devant toi. Ouais. Toi, tu te dis que tu vas t'en prendre une aussi. Tu te dis, ils sont venus nous exécuter. Qu'est-ce que tu te dis quand tu vois... Je ferme les yeux, j'attends d'en prendre une. Quoi. Je reste comme ça, je le vois partir dans un râle. Comme ça, il me dit, j'en ai pris une. Je suis touché, je crois, il a dit. Et il part dans un râle. Comme ça, il parle vraiment sans que c'était grave, quoi. Et là, je ferme les yeux, je dis, bon, c'est fini, quoi. Mon histoire s'arrête là, dans une rue sombre de Benghazi, la tête dans le sable. Quoi. Donc, ça a été très rapide, quoi. Au moment où je sens qu'on me relève, j'ouvre les yeux et je me retrouve ligoté les mains dans le dos avec du Serflex. Je vois Pierre, il chope Pierre par les jambes et par les bras et il le jette dans le pick-up. Quoi. Et nous, il nous jette dans les Ford Galaxy dans lesquels on était venus, avec Chèche devant les yeux. Donc là, c'était un peu la panique. Parce que même si on est formé à quoi que ce soit, c'est un peu la panique. Quand ça t'arrive vraiment, c'est pas l'exercice, là. C'est pas l'exercice. Et puis là, on n'est pas préparé, quoi. Mais très vite, j'ai repris mes esprits dans la voiture. Et j'ai essayé de savoir ce qui se passait et où on allait. J'ai essayé d'essayer de voir, chronométrer un peu le temps que ça prenait, avec virage à gauche, à droite, les bruits que j'entendais, etc., etc. Mais c'est très compliqué déjà. Donc, tu fais ça pendant une minute et puis au bout d'un moment... J'ai fait ça autant que je pouvais. Jusqu'au moment où les véhicules se sont arrêtés. J'ai entendu des portails, j'ai essayé de voir les bruits, les machins, pour savoir combien de temps à peu près, où j'allais être. Et on s'est retrouvés tous les 4. Donc parce que Pierre était venu avec une personne. Donc de 3, on était passé à 5. Moins Pierre, on était 4. Donc il y avait Georges en plus. Donc on s'est retrouvés tous les 4 devant un bâtiment. Bâtiment plein pied, quoi. Et c'est là que j'ai cru comprendre qu'on était dans la caserne qu'on avait été déjà visitée, où on avait été présenté la société Secopex pour leur proposer... Ah, tu reconnais le lieu? Ouais, je reconnais, il me semble que je... Donc tu es dans une caserne militaire? Ouais. Donc c'est l'armée en fait qui... Non, c'est une ancienne caserne de l'armée de Kadhafi qui avait été récupérée par les rebelles pour en faire une prison et aussi pour en faire un centre d'entraînement, quoi. Et là, tu te dis que tu vas être exécuté dans une vidéo sur Internet. Tu te dis quoi à ce moment-là? Ah ben, moi, je dis que c'est fini, là. On essaye de faire les mecs... j'essaye de faire... qu'est-ce qui se passe on essaye de faire les mecs innocents, quoi. Enfin, surtout moi. Parce il ne comprend pas pourquoi il est là. Ouais. Vous êtes fous, quoi. On est là pour vous aider. Et donc, il nous jette. On se retrouve dans un couloir avec des néons, comme ça. Petit couloir sombre avec des néons, juste des néons, sales. Ils nous jettent dans des cellules, chacun séparé, hein, pas ensemble. Et donc là, j'entends crier, j'entends des tirs, j'entends des coups. Je crois reconnaître la voix de d'Eric ou de Georges ou de Fred, je ne sais plus. J'étais en train de me dire, mais là, je ne comprenais pas ce qui se passait, quoi. Jusqu'au moment où ils viennent me chercher. Je les suis, je me retrouve au fond du couloir à droite,
face à un mec comme toi, comme ça, mais lui, il était cagoulé, on n'était pas sur des fauteuils, mais sur des trucs, des chaises toutes pourries de jardin. Lui, il était cagoulé, entrée cam, le mec à ma gauche, il n'était pas cagoulé, il était tout maigrelet, barbu, et avec un colt à la ceinture. Et là c'est là que je comprends. Le mec, il me dit, alors monsieur l'espion, Aïe, 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 aïe. on sait qui tu es, on sait ce que tu fais là, on sait tout sur toi. Je dis, ah bon, qu'est-ce que tu sais? On sait que tu es venu nous espionner, on sait que tu travailles pour Kadhafi, on sait que vous êtes armé, on sait que vous avez un réseau d'espions à Benghazi et aussi des gens qui travaillent pour vous à Tripoli. Donc on veut tout savoir. J'ai à mon avis, tu dois te tromper. On ne travaille pas pour Kadhafi. Donc voilà, ça a commencé comme ça. Et parce que toi, tu venais faire quoi exactement là? C'était pas très clair. En une phrase, juste, tu es venu faire quoi en Libye? Les espionner eux. Les espionner eux, donc ils avaient raison. Oui, ils avaient raison, bien sûr. D'accord. Bien sûr qu'ils avaient raison. Ok. Mais là, je n'allais pas leur dire oui, t'as raison. Donc là, il a fallu que je joue mon rôle de menteur, quoi. Ouais, d'accord. Donc là, j'ai dit, je t'avoue, je suis au courant. Mais en même temps, l'État français était contre Kadhafi, en même temps, vous étiez en gros pour Kadhafi contre les rebelles. Non. C'est plus compliqué que ça. Ok. J'essaye de l'expliquer en 3 secondes. Le client voulait avoir des informations sur Kadhafi. Pour aller voir Kadhafi, il faut un prétexte pour aller voir Kadhafi. Le prétexte pour aller voir Kadhafi, c'était on peut vous aider à prouver que le CNT est connecté avec les islamistes. Donc en fait, c'était un billard à 3 bandes. Effectivement, par ricochet, on bossait pour Kadhafi. D'accord. Voilà. Donc ils ont raison, ils sont face à toi, ils sont entrés, ils te torturent ou pas? Le mec à ma gauche, il me tapait dessus, ouais, avec son briquet retourné, il me donnait des grands coups comme ça. Et donc le mec après, il voulait, au bout d'un moment, j'ai dit bah non, je connais personne à Tripoli, on n'a pas d'armes, puis c'est les coups pleuvaient, donc au bout d'un moment tu sens plus les coups, et qu'est-ce que je lui dis? Je lui dis bah écoute, tu peux me torturer toute la nuit, tu peux me frapper, je te dirai rien, et on peut y passer toute la soirée, toute la nuit, tu sauras rien, autant que tu me tues tout de suite. Et là, non, j'ai dit autant que tu m'en mettes une dans la tête tout de suite. Et là, je lui ai répété plusieurs fois en le regardant, je dis tu peux me tuer. J'ai dit tue-moi plusieurs fois, je lui ai dit en regardant, et puis on s'est regardé pendant 2-3 secondes comme ça fixement. Il a baissé les yeux, et là dans ma tête, je lui ai dit c'est bon, j'ai gagné la première partie. Tu savais que tu l'avais eu, machin. Ouais. Et il aurait pu te tuer, mais il aurait plus d'informations. Il aurait pu me tuer, hein. Mais je serais plus là pour en discuter. Ouais, c'est ça. Ouais. Et là, c'est un peu qui tout double. Hein. Tu tombes sur un zinzin. Là, tu tombes sur un zinzin qui est un peu chaud. Il m'a mis une balle. C'est ça. Et là, il m'a pas mis de balle. Et je lui ai dit, j'ai gagné la première partie. Et là, il a relevé les yeux, il m'a dit, on va pas te tuer tout de suite. Ce qui n'est pas non plus bon signe. C'est pas bon signe, mais au moins, tu as gagné un peu de temps. Ah, c'est ça. Ouais, donc ils m'ont dit, on va te remettre dans ta cellule et on vient te récupérer dans une demi-heure. Ah, c'est pas une longue pause. Ils sont pas revenus me chercher de la nuit. Ah, c'est vrai? Ouais. Tu as du mal dormir, là, non? J'ai pas dormi. J'ai pas dormi pendant 11 jours. Pendant combien? Pendant 11 jours. Ah ouais? Ah bah oui, c'était chaud, quoi. Et pendant 11 jours, donc t'es prise en otage, t'es attachée tout le temps ou... Non, pas du tout. Non? Non, pas du tout. Dans notre malheur, on avait la chance que la France les aidait. Donc ils étaient un peu emmerdés. Mais ils voulaient pas nous lâcher, ils voulaient me tuer. Et moi, il m'avait dit, on va te tuer, de toute façon. On a tué ton chef, maintenant c'est toi le chef, c'est toi qui vas mourir. Tu partiras jamais d'ici. Donc chaque jour, je pensais que j'allais être exécuté. Et la première nuit, les 3 premières nuits, j'entendais crier, tirer. Je savais pas où étaient les autres. Hein. Ah, t'avais pas de nouvelles des autres pendant 11 jours? Ah non, je savais pas s'ils étaient vivants ou ils les avaient tués. Hein. Donc c'était assez compliqué psychologiquement. T'as pas essayé de t'évader? Si, j'y ai pensé surtout. J'ai bien fait de pas partir. Ouais, parce que c'était impossible à s'évader. Il y avait trop de mecs armés. Trop de mecs armés dehors. Je me serais retrouvé dans la cour en face de... Je serais mort. Ouais. Non, mais la première mission d'un prisonnier dans l'armée, ce qu'on apprend, c'est de s'évader. Donc tout de suite, j'ai commencé à regarder s'il y avait moyen de s'évader. Très compliqué. Très compliqué. Ouais. Surtout que tu n'avais pas d'arme sur toi, donc il fallait tuer un mec pour prendre son arme. Exactement. C'était un autre... Je cours vite, mais pas plus vite qu'une balle de Kalachnikov. Comment ça se finit? Alors, comment ça se finit? C'est que on a été expulsés parce que l'État français nous a demandé de nous relâcher, quoi. Donc ça s'est fini où j'étais persuadé j'étais persuadé qu'ils allaient me tuer. Même le dernier jour, quand à 6 h du matin, ils sont venus nous chercher pour faire le chemin inverse, pour nous remettre à la frontière libyenne, au vice-consul de France en Égypte,
je me disais, ils vont me tuer, ils vont me dire de sortir pisser, ils vont me mettre une, donc je restais dans la voiture. Quoi. Ah, tu restais dans la voiture? J'ai pas bougé. T'avais peur qu'ils tirent dans le dos? Ouais, je restais dans la voiture, même quand ça s'est arrêté pour pause pipi, j'ai dit non, je sortirai pas. J'ai pas envie de pisser. Ah, tu te dis ça va vite, une petite balle et puis ils partent? Je me suis dit, quand j'ai su la veille au soir que c'était pratiquement sûr qu'on allait partir le lendemain matin, j'ai pas bu de la nuit, j'ai pas arrêté de pisser. Je me suis concentré, je me suis dit, tant que je suis pas en sécurité en Égypte, tu bois rien. Je bois rien et je bougerai pas. Et ils se sont arrêtés dans un boui-boui d'ailleurs, et ils nous ont filé des canettes de soda. Je l'ai pas bu. C'est vrai? Non, je l'ai pas bu, je l'ai gardé, elle est toujours chez moi, sur mon bureau. Ah, tu la gardes en souvenir un peu de ça? Ouais, ça, je l'ai gardé. Ouais. Et ils te ramènent vraiment, finalement? Ils tuent aucun des autres otages? Non. Ils nous ramènent, ils nous relâchent, ouais. Mais jusqu'au bout, tu te dis, tiens, dans le désert, ça va vite. Au moins toi? Ouais. Parce que ouais, il m'avait promis de mourir. Il m'a dit, toi, tu partiras jamais. Mais c'était le même mec en treillis qui vous dépose? Bien sûr. Ah oui, donc tu te dis... Mais le mec, je sais pas qui c'était, le mec qui a voulu. Moi, j'ai jamais vu sa tête. Putain, c'est fou. Ouais. Un jour, je le croiserai, je le tuerai. Mais c'est vrai. Tu le recherches toujours? Non, mais la Terre est ronde, on finira bien par se croiser. Tu t'en veux toujours à ces gars-là? Non, je leur en veux pas, mais si j'en croise un, celui qui a tiré ou celui qui était en face de moi, je le tuerai. Ouais. Pas en France, parce que c'est interdit, mais je crois que tu n'avais jamais tué personne. Ben non, pour l'instant. Et comment ça finit, du coup? Ils te déposent? Alors, tu pleures de fatigue, de pas encore. Soulagement? Pas encore. Je reste concentré. Quand on nous remet au vice-consul de France en Égypte, le mec, il nous récupère, il est venu avec un de ses employés, un de ses collaborateurs, on a 2 voitures, on se répartit dans les voitures, on quitte la frontière égyptienne, on s'arrête, quelques kilomètres plus loin, on s'arrête dans une station-service désaffectée, on sort, il ouvre le coffre de sa voiture et nous dit « Ma femme vous a préparé des sandwichs », il ouvre sa glacière, des sandwichs, des sodas, donc on bouffe, il nous prête son téléphone pour appeler nos familles, on appelle, mais là, bon voilà, on appelle, on va à l'hôtel, un hôtel à côté de l'aéroport. Là, le gars d'Égypte, hein, c'est ça? Oui, le français d'Égypte. Là, t'es passé de l'autre côté de la frontière. Je suis en Égypte, là. T'es plus avec le fou, là. On est pratiquement en sécurité. Mais pour moi, tant que je suis pas chez moi en France, je suis pas en sécurité. Ta femme, elle n'a pas de nouvelles depuis 11 jours? Ouais, elle a eu des nouvelles par des journalistes qui étaient sur place. Et des mauvaises nouvelles? Et des mauvaises nouvelles. Donc, en Égypte, le soir, on est dans l'hôtel. La veille, le lendemain, on savait qu'on prenait un vol. Le soir, on n'a pas dormi de la nuit. On a rencontré des Anglais qui étaient gardes du corps des journalistes qu'on avait rencontrés à Benghazi. On a bu des bières avec eux, on a discuté un peu toute la nuit, on n'a pas dormi. Le lendemain matin, on a pris l'avion. Je me suis retrouvé en France et j'ai craqué, enfin j'ai relâché la pression dans la bagnole entre l'aéroport de Charles de Gaulle et chez moi. Ah ouais, là tu t'es mis à pleurer, machin. Là, voilà. Ouais. Là, je me suis dit, ok. Ouais. Là, tu t'es rendu compte de ce qui t'était arrivé? Bah, je me suis rendu compte qu'il y avait Pierre qui était mort et que j'étais vivant et tout ce qu'on avait vécu. Quoi. Même si c'est court sur le temps, parce qu'il y a eu on sait très bien qu'il y a des otages qui sont restés 2 ans, 3 ans, certains sont morts. Je pense à Denis Alex, dont je parle dans le livre, que j'ai pas connu personnellement, mais qui a une histoire extraordinaire, enfin, qui est malheureusement terrible. C'est mal fini, mais... Terrible l'histoire, 3 ans au Mad Shebab en Somalie, donc finalement, nous, c'était court, intense, mais on était vivants. Quoi. Oui, 11 jours, c'est court à côté de 3 ans. Oui. Ça, c'est sûr que tu te fais enlever 3 ans, tu n'as plus la même tête après, je pense, avec la pression pendant 3 ans. Que, non, c'est pas pareil. C'est chaud. Là, tu appelles ta femme, tu lui dis, ça y est, c'est bon, vous vous revoyez, tu te dis, j'arrête ces conneries. C'est elle qui est venue me chercher à l'aéroport. Et t'as mis une gifle, d'énervement? Pas du tout. Non. Ça aurait pu. C'est d'énervement. Certaines personnes peuvent réagir comme ça. Là, c'était pas le cas, non. Et t'es parti de la DGSE, pourquoi en 2002, un petit peu avant, etc. Pourquoi J'avais 20 ans de service. Ouais, tu t'es dit. Donc je m'étais dit, j'avais 20 ans de service, 38 ans, moins de 40 ans. Je m'étais dit déjà, j'avais dans mon plan à moi, je m'étais dit, si j'ai une opportunité de bosser avant 40 ans, je quitterai l'armée et j'aurai une deuxième carrière dans le civil. Là, maintenant, tu as une société militaire privée. Oui. T'en as pas marre de toutes ces conneries? Non. Quand tu te fais enlever? Non, c'est bien. Non, en vrai, c'est génial. Mais est-ce que moi, je suis passionné par ça et passionné par tes dires et tout, mais est-ce que tu te dis pas, j'arrête ces conneries? Non. Au moment où tu rentres avec ta femme et tu te dis, non, mais en fait, ma vie, elle est là, qu'est-ce que je vais foutre là-bas? Non, ma vie, elle est là-bas. Qu'est-ce que je fous là? C'est vrai? Ouais, c'est vrai. Ah, c'est fou. Et ta femme? Toujours avec? Ouais. Et te dit pas de rester à un moment donné? Personne ne peut me dire de rester ou de partir. C'est impossible. T'es un oiseau libre? Un cheval au galop, tu l'arrêtes pas.
Mais en fait, on a ça, c'est notre ADN en fait, on est comme ça. Et tu sais que tu te jettes un peu dans la gueule du loup quand tu vas dans ces pays-là ou dans des moments de révolution où tu sais que c'est quand même chaud. Ouais. C'est un peu ce que tu continues de faire? Non, je fais différemment. Moi, aujourd'hui, T'envoies des gens le faire à la place? Oui, mais pas dans des pays comme ça. En fait, oui, voilà, non. Dans ma démarche aussi, c'est de transmettre tout ce que j'ai pu apprendre. Et avec les gens qui m'accompagnent, c'est la même philosophie. Donc effectivement, on peut faire de la formation, mais dans des pays aujourd'hui, pour moi, je veux bien prendre des risques, mais j'enverrai jamais des gens dans un pays où j'ai pas la certitude qu'ils ne risqueront rien. Oui, c'est des pays un peu moins... Oui, en paix. Un peu moins chauds. Oui, c'est des pays en paix. T'as revu la famille de ton ami? Malheureusement, jamais. Je sais que je connaissais sa femme et son fils, bien sûr. Hein. Malheureusement, jamais. Jamais? Jamais. Comment ils l'ont appris? C'est pas toi qui les as appelés? Ah, pas du tout. Non, bah non, parce que je savais même pas qu'il était mort. Moi, j'ai appris sa mort 4 jours après par quand il s'est pris une balle, tu veux dire? Ah oui, t'étais même pas sûr qu'il... Non, j'étais pas sûr, je savais pas. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Qu'est-ce qui... La santé. Quand on a vécu tout ça, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à quelqu'un qui a vécu tout ça? La tourmente et la bagarre. C'est pas quelque chose que je souhaite souvent à des gens, c'est une des phrases de la prière du parachutiste. Ah, c'est vrai? Donnez-moi, mon Dieu, ce qui vous reste. La tourmente et la bagarre. Ouais, en gros, c'est ça. Ah, c'est ça, c'est ça. Ce que les autres ne veulent pas, quoi. Pris en otage. Et drôle de vie, hein. Pierre Martinet, un agent du service Action raconte. Voilà, c'est chez Mareuil Édition. Il y a évidemment plein de photos. On vous en a montré pendant l'émission qui sont affichées sur l'écran. Il y a plein de photos à l'intérieur. Voilà, si vous aimez ça, il y a plein de photos assez folles. On peut retracer un peu ton parcours et comprendre un peu aussi, un peu ce qu'on a fait. Très sportif. Beaucoup d'action. On voit ta safe house à Benghazi, justement, la maison voilà, un peu en sécurité, etc., où tu as des équipes clandestines qui sont de passage parfois là-bas. On vous met toutes les photos, en tout cas, il y en a plein qui sont affichées dans l'image. Merci à vous. Mettez des commentaires, les gars, sous la vidéo. Dites-nous ce que vous en avez pensé. Si vous voulez bien liker la vidéo, merci beaucoup à tous ceux qui s'abonnent de plus en plus nombreux. T'es sur Instagram ou pas, non? Je suis abonné, les gens. Ah, c'est vrai? Non, mais t'as un compte public? Bien sûr. C'est quoi? C'est... putain, c'est... Pierre Martinet, probablement? P. Martinet, 180464. Alors, Pierre Martinet, 180464. Alors, tu sais quoi? Regarde ce qu'on va faire. Alors, ce que je te propose, c'est qu'on mette ton Instagram en cliquable sous la vidéo. Absolument. Et comme ça, il n'y a plus qu'à cliquer pour s'abonner et te retrouver. D'accord? Absolument. Ce sera plus sûr. Merci beaucoup, en tout cas, les gars. Merci à toi, Pierre. C'est moi qui te remercie. C'était vraiment un plaisir de t'avoir. Moi aussi. Et on se retrouve très vite sur Légende. Merci, les gars.